toutes et à tous. Et tout d'abord, je suis très content de retrouver le soleil à Aix, surtout que je viens d'une ville où il pleut toute l'année. Je viens de Brest. Et, enfin oui, il ne pleut pas entre deux gouttes en tout cas. Et du coup, je tiens à remercier Mauve et Magali de leur invitation. Je m'appelle Hicham Djamid et je suis doctorant en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers de Paris et inscrit en co-tutelle à l'université de Nozor d'Agadir. Le titre de ma thèse provisoire pour le moment, c'est Marocaines et Marocains, cadres et entrepreneurs dans un contexte transnational de la mobilité géographique à la mobilité sociale. Et dans mon sujet de thèse, en fait, j'étudie les Marocaines et les Marocains qui sont venus faire des études supérieures ici en France et par la suite, ils sont devenus cadres supérieurs ou chefs d'entreprise, que ce soit ici en France ou bien ceux qui sont rentrés au Maroc. Je compare les deux discours, les deux représentations par rapport à leur expérience migratoire, leur formation et puis leur carrière aujourd'hui professionnelle. Donc pour vous dire que dans mon intervention, je ne vais pas parler des étudiants marocains qui ont bénéficié de programmes Erasmus et surtout ils n'ont pas la bonne couleur du passeport, c'est-à-dire qu'ils ont fait la démarche pour obtenir un visa étudiant pour venir ici en France. Juste un petit rappel général, les chiffres de l'OCDE, enfin de l'UNESCO plutôt, ils évoquent aujourd'hui plus de 4 millions d'étudiants poursuivent une formation supérieure dans un pays dont ils ne sont pas ressortissants. Et dans cette région-là, c'est-à-dire dans les pays de l'OCDE, eh ben, la France occupe la 4e place derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Encore, je fais plus le zoom sur la France. La France, selon l'agence Campus France, il avance le chiffre de 310 000 étudiants étrangers qui sont inscrits dans les différents établissements d'enseignement supérieur en France. Eh bien, c'est les Marocains qui occupent le podium. On est le premier contingent d'étudiants étrangers inscrits dans les différents établissements français. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de cette mobilité d'étudiants marocains qui viennent faire leurs études supérieures en France, mais je vais juste vous avancer quelques résultats de ma thèse. Pourquoi d'abord venir faire des études supérieures en France? Pourquoi? Quelles sont les motivations de ce projet pour études pour venir faire des études supérieures en France? Et bien, il y a plusieurs facteurs. Pour certains, il y a le facteur familial, en fait, et ils évoquent que le fait de venir faire des études supérieures en France est pas vraiment leur choix, mais plutôt c'était un destin plus mis en place par leurs parents, parce que pour certains, leurs parents ils ont fait des études supérieures en France ici, du coup ils inscrivent leurs enfants dans les établissements français au Maroc, comme ça ils leur garantissent la poursuite des études en France. Pour d'autres, c'est aussi les moyens financiers. Pour vous dire que ce ne sont pas, de manière générale, ce ne sont pas les pauvres qui migrent, mais en tout cas pour venir en France faire des études, il faut avoir les moyens. Et il y a aussi cette quête d'un statut social prestigieux, parce qu'au Maroc, faire des études supérieures à l'étranger, c'est quelque chose de très valorisant, que ce soit au niveau économique, parce qu'on occupe des postes très intéressants, ou même ce côté social, la quête de prestige social, où on a fait des études à l'étranger, on arrive à parler une autre langue internationale. Et puis pour d'autres, il y a aussi cette quête et l'attrait de l'ailleurs, vouloir découvrir une autre culture, un autre pays. Et ben, il y a la proximité géographique, il y a aussi les liens culturels et historiques avec la France. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne l'activation du projet migratoire pour études en France. Et une fois leur diplôme obtenu, et ben leur projet il s'ouvre encore sur 3 possibilités, lesquelles, premièrement, soit ils décrochent un poste et ils restent ici en France, soit ils retournent, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, dans leur pays d'origine, le Maroc. Et pour d'autres, en fait, la France n'est qu'une étape pour un autre projet migratoire plus global, notamment au Canada ou vers les pays du Golfe. Pour vous dire, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de la même région que moi, au sud du Maroc. Aujourd'hui, il n'est que 2 jours par mois à Paris parce qu'il travaille dans l'extraction du pétrole en Alaska, et puis il a des clients à Singapour et il fait des interventions
au Congo, et puis il a un forum, une formation en Australie. Donc c'est un peu l'immigrant mondialisé d'aujourd'hui qui se retrouve dénationalisé. Il croit ni à l'Europe, ni au Maroc, mais pour lui, il croit à aucun drapeau. Voilà. Je reviens sur la politique migratoire, peut-être, sur la politique migratoire de l'Europe, mais de la France en particulier. Je vous donne l'exemple. Pour qu'un étudiant marocain aujourd'hui peut venir faire ses études ici en France, d'abord il lui faut une attestation de préinscription dans un établissement français, ça. Et puis il doit justifier des ressources suffisantes pour pouvoir venir faire ses études ici. Ils sont de combien? Ils sont de 615 euros. 615 euros au Maroc, c'est l'équivalent de 6500 dirhams. C'est le double d'un SMIC au Maroc. C'est-à-dire c'est le salaire d'un cadre, d'un chargé de client dans une banque par exemple. Une fois il y a l'attestation de préinscription, il y a les ressources, il faut aussi justifier une attestation d'hébergement, ici en France. Et en arrivant ici, il doit se présenter au niveau de la préfecture pour avoir une carte de séjour temporaire étudiant qui doit renouveler chaque année. Maintenant, il y avait une nouvelle loi à partir de 2016. En fait, les étudiants étrangers peuvent avoir une carte pluriannuelle qui dure le moment de leur formation. À la fin de leurs études, ceux qui souhaitent rester ici en France, ils se confrontent à cette problématique de changement de statut. Et de passer d'un statut étudiant à un statut de travailleur, que ce soit travailleur temporaire ou salarié. Et pour cela, pour pouvoir changer ce statut étudiant, il faut avoir un emploi avec une rémunération qui est de 1,5 de SMIC. C'est-à-dire, première expérience, il faut avoir minimum 1800 euros. Un petit peu. Et du coup, là, actuellement, je travaille sur un article sur les étudiants, ceux qui sont en dehors de l'Union européenne, qui sont dans une situation irrégulière et qui n'arrivent plus ni à rentrer chez eux, ni à avoir un travail ici en France parce qu'ils n'ont pas pu changer leur statut juridique. Peut-être, je laisserai pour plus de développement au moment des questions. D'accord, donc je reste à ma soif. Merci. Merci. Vous expliquez un peu un point de vue de brontosaure sur le phénomène, parce que la mobilité, je n'ai pas pu la connaître. Le mot n'existait que dans un petit cénacle gouvernemental quand j'étais étudiant à votre place. Et un de mes travaux de chercheur récemment a été d'essayer de transformer la surprise qui était celle du citoyen de voir ce discours qui utilisait mobilité partout en terrain de chercheur, parce que jusque-là, j'avais cherché sur ce qu'on appelait, d'un mot un peu lourd, le transport. Et j'ai travaillé sur les routiers. Personne ne considère que les routiers sont une catégorie mobile dotée d'une compétence hors norme. Et pourtant, ils se baladent tous les jours, ils franchissent des frontières, ça a un style de vie très particulier. Après ça, j'ai travaillé sur le TGV. Alors là, ça a commencé à provoquer des effets politiques un petit peu plus marquants, qui pour eux, vous aussi, sont d'un autre temps, puisque le TGV, qui n'a mis que 2 heures pour aller à Lyon, pouvait aller plus vite. Mais on l'a limité politiquement parce qu'on attendait, c'est l'équipe qui entourait Giscard d'Estaing, une possible remise en cause de la France. Parce que la France, où Paris n'est plus le centre, n'est plus la France. Donc on a gardé des barrières symboliques de distance temporelle, spatio-temporelle. Mais tout ça, ça ne s'appelait pas de la mobilité. Ça s'appelait encore du transport. Donc j'ai essayé de m'intéresser à l'arrivée de ce mot dans la bouche de progressivement le plus grand nombre. Au départ, c'est une petite équipe autour de Chaban-Delmas, puis ça devient un discours de hauts fonctionnaires sur le comment essayer d'en finir avec le chômage de masse. Et donc c'est un mot qui est empreint d'un tas de stéréotypes. Quand on dit la France immobile ou la France bloquée dans les années 70, c'est pas pour flatter les catégories qu'on considère comme immobiles, c'est pour montrer que c'est leur faute si elles sont au chômage. Et les politiques qui vont commencer à être mises en place pour les rendre mobiles, c'est des politiques de déplacement de population, de repeuplement, dit-on de façon euphémisée. Et tout à l'heure, on a dit que démocratie égale mobilité. Oui, totalitarisme aussi, la Crimée, le stalinisme, etc. C'est des déplacements dramatiques. Alors, on voit là, vous voyez, à travers le même phénomène, pour vous dire, ce terrain, je suis rentré par le petit mot
Et j'ai commencé avec des collègues à m'intéresser à mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, puisque ça n'est plus uniquement l'équipe du président de la République, même si celui qu'on a maintenant est un des plus grands usagers du mot mobilité, comment se fait-il qu'on projette sur la société française autant de valeur à un phénomène qui, a priori, pourrait être pris pour une sorte d'agitation perpétuelle, d'incapacité à être et à tenir sur place, et on pourrait le voir de façon péjorative. Alors avec mes collègues, vous trouverez ces articles en ligne, on a publié dans mon diplôme, dans des revues beaucoup plus sérieuses et moins marquées politiquement. On a dégagé les éléments suivants que je vous livre à titre de réflexion. Le premier élément, c'est qu'il y a un énorme décalage entre la réalité vécue des mobiles et le discours qui est projeté sur la population. Et cet énorme décalage, c'est qu'on projette sur la population les vertus que l'on tire uniquement de ceux qui en bénéficient, c'est-à-dire de l'élite. Et je suis très heureux de voir qu'il y a un département ici qui est florissant d'études européennes, que je remercie de m'avoir invité, mais ailleurs dans l'université, faire tenir la fibre européenne, c'est hyper difficile. On est vraiment à sec de vocation européenne. Et on est à sec, bizarrement, aussi non pas de bourse de mobilité, mais d'individus pour partir en mobilité. C'est pas toujours aussi facile que ça à rendre compatible. Alors ça, c'est le premier élément qui nous surprend et qui est un résultat de nos enquêtes. Il y a une réalité qui est toujours rare, statistiquement, et un discours qui projette à partir de cette rareté un discours général sur tous les autres. Et tout le monde devrait être enjoué. Eh bien non. Deuxième constat, il y a des résistances à la mobilité qui sont des résistances hyper fortes. Quand on prend une échelle qui n'est plus l'échelle nationale, parce qu'une mobilité internationale, c'est forcément prendre une frontière nationale que l'on franchit, et qu'on prend une frontière qui est départementale, il y a des départements français dans lesquels, pour faire quitter sa ville natale à des individus et faire en sorte qu'ils meurent à plus de 40 km, c'est impossible. Historiquement, depuis 2 siècles, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que vous voyez, le point de déplacement par rapport à l'origine du point de naissance est égal à peut-être 30 km. Quand vous traduisez ça en carte scolaire, ça signifie qu'il y a le record de France qui est dans l'Orne, où pour quitter la ville et aller dans le lycée, je vois des Ornaises qui... Eh bien, c'est un record historique. Il faut franchir là une difficulté qui est la frontière mentale, la carte mentale qui fait qu'on ne quitte surtout pas la ville. Et donc on sacrifie la carrière à venir parce qu'on ne peut pas aller dans le lycée de la ville d'à côté. C'est inimaginable. Si vous avez vécu dans des villes où franchir le fleuve est une frontière sociale, c'est-à-dire aller s'établir dans les quartiers d'en face, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Rouen, par exemple, entre la ville haute et la ville basse, etc. C'est quand même là, vous voyez, on a changé complètement d'échelle. Eh bien, la mobilité, c'est l'immobilité qui prime, avec des frontières qui sont largement symboliques et qui demandent de notre part des formes d'exploit pour arriver à faire bouger les populations, leur faire comprendre qu'il y a un autre espace et qu'en franchissant ces frontières, les possibilités vont être nombreuses. Le dernier constat, qui est le nôtre, c'est que donc, dans cette immobilité qui est la norme, avec un discours mobilitaire qui est le rêve projeté sur tout le monde, il y a donc énormément d'inégalités qui font qu'on accède assez peu à ces politiques de mobilité. Je vous donnerai quelques exemples. Le dernier programme de recherche sur lequel je suis, c'est le permis de conduire. Le Premier ministre a repris un des résultats qu'on a dans une revue qui est sortie. 18% de la population n'a pas ou n'a plus le permis de conduire. Quand on a ces 18% de la population, on a une sorte de concentré de toutes les exclusions et de toutes les mises à l'écart, parce que pour se permettre le luxe de ne pas avoir le permis, et vous êtes dans les générations qui passent le moins le permis. C'est-à-dire qu'on peut être hyper mobile internationalement et ne pas avoir le permis. Mais pour ça, il faut être surdiplômé, issu des centres-villes, et bien souvent, être tout sauf issu des minorités ethno-raciales françaises qui sont discriminées. Et là, 18% de la population, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un très bon indicateur de ce que c'est que cet inégal accès à la mobilité. Je continue sur le même exemple, parce que ça vous parlera peut-être plus quand je prends ceux qui ont le permis homme-femme. C'est un droit dans le couple. Eh bien, mesdames, vous aurez le droit au permis de conduire, mais essayez d'obtenir ce qu'un sociologue appelle le droit d'accès au volant, pour faire autre chose que conduire les enfants à la crèche ou le mercredi dans l'école.
partir en vacances et conduire en même temps. On s'aperçoit que le kilomètre parcouru est absolument inégal. Les hommes surconduisent, et surconduisent d'autant plus qu'on est en couple, et surconduisent d'autant plus qu'on interdit progressivement tout accès de la femme au volant, alors même qu'elle a le permis de conduire. Et là, on est dans notre quotidien, dans un univers où nous sommes mobiles, nous sommes dans le même véhicule, et pourtant, c'est toujours le même qui conduit. Alors, je ne continue pas, mais je reprendrai pour terminer les derniers exemples de ces inégalités. On a vu tout à l'heure dans la table ronde première que pour être mobile, le plus simple, c'était d'avoir commencé dès la prime enfance. Des couples binationaux qui ont fait voyager les enfants très tôt, qui les ont habitués par un capital linguistique ordinaire à se sentir un peu nulle part et partout à sa place. Et ça, c'est un des vecteurs les plus forts de la mobilité, c'est qu'on n'a pas tellement l'impression d'être déplacé ou ailleurs, on voyage et c'est rentré dans l'ordinaire. Autre élément qui est aussi transparent et pourtant un des vecteurs d'inégalité, le capital linguistique. Vous êtes dans un master d'affaires européennes, un de vos camarades l'a dit tout à l'heure, ne pas avoir au moins une langue qui est deux langues naturelles, presque, l'anglais et le français. On commence à parler de langue étrangère quand on sort de ce périmètre et qu'on aborde la troisième langue. Bienvenue à Bruxelles. Voilà le deuxième élément d'inégalité. On peut continuer sur le revenu d'origine des parents, on peut continuer sur le diplôme moyen des parents. À chaque fois, on s'aperçoit qu'on tombe sur 4 ou 5% de la population. Ça n'empêche pas de projeter sur le reste. Tous les miracles que produit la mobilité parce qu'elle en produit. Et je pense que vos études vont vous permettre de les découvrir. Dans le discours mobilitaire, justement, c'est d'essayer de rendre accessible à tout le monde une ressource qui est de découvrir qu'il y a d'autres formes de coiffure dans le monde que la coiffure telle qu'elle se pratique en France. Mais vous voyez, là vous avez projeté sur une catégorie considérée comme un peu plus populaire, quelque chose qui est de l'ordre de finalement pourquoi tout le monde y aurait accès. Alors oui, tout le monde pourrait y avoir accès à son échelle. C'est un des enjeux des programmes Erasmus justement, et de ce discours qui est très pro-européen sur le mode supranational, qui est peut-être aujourd'hui un peu démodé, même si le président de la République a essayé de le relancer. Donc je corrigerai juste votre élément en le projetant maintenant sur une catégorie supérieure, et pas prendre la mobilité géographique, mais prendre le déplacement que l'on appelle domicile-travail. Les deux catégories sociales qui se déplacent le moins de domicile-travail en France sont les professions libérales, pharmaciens et avocats. Pourquoi ? Parce que c'est le même lieu sur lequel ils travaillent et ils vivent. Alors là, vous vous dites, tiens, mais alors finalement, si on projetait ça sur toute la population française, ben on revient à la société du 19e siècle, il faut remettre les entreprises dans les centres-villes, il faut donc modifier toute notre société. Et pourtant, vous voyez là, j'ai pris l'exemple opposé, ce sont celles qui ne bougent pas dans leur quotidien, mais quel style de vie ? Pas de transport en commun. Les enfants dans l'école du quartier, puisqu'on obtient généralement une place, etc. Et donc vous voyez que c'est juste pour vous dire, oui, mais finalement, en projetant sur d'autres catégories sociales, je suis en train de faire un petit jeu social où, voilà, tout le monde, enfin pour moi, tout le monde devrait avoir accès à une forme de découverte de l'ailleurs, de ce que sont les autres, quelle qu'elle soit. Mais on en est loin. Dans le programme Erasmus+, voilà, on parle beaucoup de la mobilité des apprentis, notamment au niveau BEP, CAP, Macron. Effectivement, tout le monde n'a pas vocation à travailler dans une multinationale avec les Espagnols, les Chinois, les Américains, etc. Seulement, c'est voir seulement une petite partie de ce que peut apporter la mobilité en tant que telle. Lorsque vous partez en mobilité, ce sont des nouvelles pratiques que vous pourrez apprendre. Et l'exemple de la coiffure, on est un exemple. Vous pouvez parler aussi de l'art paysager, de l'architecture, voilà, de l'horticulture, enfin voilà, des tas d'exemples, de la cuisine, voilà. Et c'est dans ces échanges-là aussi que peut naître aussi, mais ce qu'on entend continuellement, l'innovation, la créativité, du progrès. C'est pas seulement dans le sens où je vais travailler à l'international, donc il faut que je t'apprenne l'anglais, l'espagnol, que sais-je. C'est dans le sens de la pratique aussi. Et de ces échanges-là aussi naissent beaucoup de créativité, d'innovation. Et en ce sens-là, c'est important de partir, de s'ouvrir, d'aller voir ce qui se fait ailleurs,
d'acquérir des compétences transversales, comme on le disait. Et nous, on le voit dans l'emploi des apprentis, effectivement, être mobile, déjà, quand vous allez voir des jeunes qui sont en centre d'apprentissage, mais peut-être qu'ils ne sont jamais partis au-delà de leur ville, etc. Le terme de mobilité, et là aussi, le fait de partir à l'étranger, ne serait-ce qu'aller en Espagne, qui est à côté, en Allemagne, en Italie, un peu frontalier, c'est déjà beaucoup faire. Ce qui fait qu'ensuite, quand ils reviennent aussi ici en France, mais ils vont aussi un peu plus loin que la ville d'à côté, et ils peuvent se projeter, pas forcément à l'étranger, mais aussi dans une autre ville en France, dans le département, dans la région. Voilà. Ce sont des étapes qui sont franchies, et ce sont des nouvelles pratiques que l'on apprend. Donc c'est pas seulement voir cela du prisme de travailler à l'international. Et historiquement, le voyage est un élément de distinction sociale. La mobilité a participé justement de la distinction tout d'abord aristocratique, les voyages, le grand tour, parce que finalement d'aucuns disent qu'aujourd'hui cette mobilité étudiante, elle s'inscrit dans la tradition de ce grand tour, donc qui voyait les élites européennes à l'époque moderne, justement, parcourir une partie de l'Europe en vue de se forger une culture, etc. Que le tourisme, au XIXe siècle, est un tourisme aristocratique, et que d'ailleurs le tourisme se répand ensuite au sein de la bourgeoisie, et que pour le reste de la population, et je crois que c'est ce que l'on disait précédemment, la mobilité est longtemps apparue comme une contrainte. J'évoquais tout à l'heure la question des migrations de masse. La plupart de ces migrants ne perçoivent pas la mobilité comme un élément de valorisation dans leur parcours. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, et que l'on peut peut-être soumettre aussi à la réflexion, c'est qu'on retrouve ces éléments de contrainte chez certaines élites. Quand on voit notamment la nouvelle émigration italienne, et on est bien placé ici à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme pour en prendre la mesure, quand on voit le nombre de doctorants, de post-doctorants italiens, alors ils s'emparent, ils s'approprient le discours justement valorisant la mobilité. Mais le départ d'Italie est en fait une contrainte liée à une pluralité de facteurs sur l'état de l'enseignement supérieur et particulièrement les perspectives d'emploi. Donc et je crois que c'est ce que vous disiez, et ça me paraît particulièrement intéressant d'y insister, ce sont des éléments qui sont développés notamment par Catherine Vitol-Levenden, qui est directrice de recherche à Sciences Po Paris, vous connaissez, vous avez entendu parler, elle intervient fréquemment dans les médias, c'est que les mobilités aujourd'hui sont non seulement le fait d'une minorité, mais qu'ils participent d'une certaine manière à l'accentuation de certaines inégalités sociales, et que Catherine Vitol-Levenden va plus loin, Elle dit que cela peut avoir une traduction politique. C'est-à-dire la montée aujourd'hui des populismes en Europe et d'un certain nombre de discours extrémistes, acquiert une résonance auprès de populations immobiles qui, elles, se sentent justement marginalisées face à ce discours dominant qui valorise la mobilité.